Et j'appelle donc à nous rejoindre pour cette deuxième table ronde de l'après-midi, la cinquième, bien évidemment, de la journée, Monsieur Yves Damécourt, qui est conseiller régional Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que vous remarquez que depuis ce matin, on tient les délais Et Monsieur Hervé... Et j'appelle également Monsieur Hervé Gillet, vous êtes sénateur de la Gironde, membre de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, dont on va évidemment beaucoup parler dans cette dernière table ronde qui est consacrée à la loi 3D. Alors cette table ronde, bien évidemment, elle ne conclut pas la journée pour rien. Madame Boulmier, est-ce que vous voulez dire un mot tout d'abord, avant que je la présente ? Moi, ce que je voudrais dire, c'est que depuis ce matin, nous avons évidemment beaucoup parlé de ce lien consubstantiel qu'il y a entre le logement social et les territoires. L'un ne peut pas vivre sans l'autre. Et nous avons développé ça ce matin de manière évidemment fouillée, argumentée. Prenant les idées, les opinions de tous ceux qui y concourent, au-delà des sachants du logement social, et c'est ça qui est important. Et c'est cet exercice-là que nous allons refaire avec vous maintenant, c'est-à-dire quel est ce devenir de ce couple-ci, mais d'autres politiques locales et nationales qui doivent être cohérentes dans l'avenir des territoires dont on nous dit que tout le monde les aime. Nous voulons savoir qui, comment, pourquoi et combien. Et combien. Et donc, Marcel Rogemont a présidé pour l'Union sociale pour l'habitat le groupe de travail qui travaillait sur la loi 3D. Je me fais l'honneur de m'accueillir dans ce groupe-là. J'ai mesuré à quel point c'était un enjeu d'élus, vraiment d'élus de territoire. Et au même titre qu'il n'était pas question que les organismes de logement social ne parlent qu'entre eux, il n'était pas question non plus que de laisser les élus réfléchir qu'entre eux. Et donc c'est l'enjeu du débat de maintenant, de parler de demain dans le cadre de la loi 3D qui n'est toujours pas inscrite, mais tu vas nous le dire, Marcel, je crois, à l'agenda parlementaire. C'est à ce titre, évidemment, un débat qui va aussi reprendre certains des éléments qui ont été évoqués dans toutes les tables rondes, les investisseurs au service de la relance, sur tous les territoires, la transition énergétique, le cadre de vie et bien sûr l'habitat inclusif, tout cela. Donc on va l'évoquer en parlant de cette loi 3D pour décentralisation, différenciation et déconcentration, vous le savez bien sûr. Et justement, Monsieur Rogemont, je vous laisse la parole. Vous avez copiloté, vous l'avez dit Madame Boulmier, le groupe de travail de l'USH sur la loi 3D. Quelles conclusions vous tirez de ces travaux en termes d'enjeux et quelles positions en ont émergé? Est-ce qu'il faut aller, il en a beaucoup été question aujourd'hui, vers une décentralisation accrue de la politique de logement? Écoutez, d'abord, j'aime pas les acronymes, donc loi 3D, il faut savoir de quoi on parle. Bon, on parle d'abord de déconcentration. Bon, je ne sais pas si vous baladez de temps en temps dans les DREAL et les DTTM, on a l'impression d'être dans le fort de Biazani, là, vous savez, le lieutenant Drogo dans le livre Le désert des Tartares. Les gens sont là, ils regardent, ils savent plus ce qu'ils doivent faire parce que les missions qui leur sont données sont tellement au-dessus de leur capacité à être, puisqu'ils ne sont pas assez nombreux pour le faire, que là, on a l'impression qu'il se passe quelque chose. Donc la déconcentration, je serais tenté de dire qu'elle ne peut pas se faire s'il n'y a pas de personnel. Donc là, le terme de déconcentration, on se demande ce qui peut se faire. Si, on peut concentrer les pouvoirs sur le préfet de région qui, de ce fait-là, aura une espèce de pouvoir qui va permettre de parler avec les services de l'État. Il y aura une personne, en gros, dans chaque région. La différenciation, nous l'avons pratiquée en Bretagne, puisque nous avons mis en place la différenciation sur le Pinel.
puisque vous savez que le Pinel répond à des critères de localisation. Et donc, en Bretagne, on a souhaité s'attaquer à la question. D'abord parce que l'ARO, l'association régionale des organismes d'HLM que je préside, on a porté sur les fonds baptismaux, on va dire ça comme ça, un club des délégataires. C'est-à-dire que tous les délégataires à la pierre de Bretagne se réunissent, travaillent, même indépendamment des CRH, travaillent, et nous avons bien sûr le rapport de force au sein des CRH est très différent par rapport à ce qui se passe dans d'autres domaines, puisque l'Adréal nous téléphone pour nous dire « bon, vous en êtes où, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit faire, et on ne voudrait pas vous fâcher, etc. etc. » Donc la différenciation, c'est possible, mais là, il a fallu que l'agglomération rennaise accepte qu'on lui enlève, vous savez, ces petits îlets là, de l'INSEE pour les reporter à Lorient, à Brest, à Quimper, etc. Ça a été un travail de fou, d'accord, pour un résultat, somme toute, modeste. Soyons clairs, la différenciation, c'est un ersatz de décentralisation. C'est-à-dire, on accepte la différenciation parce qu'on ne sait pas si on doit faire de la décentralisation, de la déconcentration. Alors on va accepter un peu de différence, mais on contrôlera ça très sérieusement. Et enfin, décentralisation. Regardons le paysage dans lequel on est. On a affaire à quoi? À une politique du logement qui s'est agencifiée. Vous avez l'ANRU, vous avez l'ANA, vous avez l'agence de la cohésion sociale, les nouvelles machins, etc. Vous avez l'ADEME, vous avez etc. Ça veut dire que il y a le contenu même d'une décentralisation. Mais c'est quoi la décentralisation? Puisque de toute façon, le problème que nous avons, c'est qu'en face de nous, nous n'avons plus d'État en tant que tel. D'accord? Nous avons une myriade d'agences qui agissent pour le compte de l'État. Ce qui redéfinit, ce qui interroge la notion même de décentralisation. Alors vous allez me dire, quand je dis tout ça, il ne reste pas grand-chose à dire. Alors partons, et c'est ce que nous avons fait, avec les associations d'élus particulièrement, on est parti de ce qui existe, en disant comment on peut faire en sorte qu'on améliore un peu les choses. Première idée qui est avancée, est-ce qu'on peut aller vers la création d'autorités organisatrices du logement? C'est-à-dire de dépasser la notion de délégation à la pierre, la renforcer et lui donner des moyens, si tant est qu'il en existe. Et donc de trouver les formes de l'organisation. Et je pense que ça, c'est un élément de réflexion que l'on doit pouvoir proposer dans le débat. À partir de là, la deuxième chose qui existe, c'est les CRHH. Alors dans des grandes régions comme la Nouvelle-Aquitaine, je pense qu'il faut aller jusqu'à des CRH interdépartementaux. On ne va pas refaire des CRHH par département, mais au moins de les regrouper. Pourquoi pas les... Oui, mais enfin ça ferait beaucoup. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, il faut que le CRHH ait une adaptation au territoire de toute façon. Et c'est un lieu normalement de débat avec les services de l'État et les délégataires à la pierre. Ok, mais il faut que ce soit un lieu de débat et un lieu de décision. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aucune décision n'est prise par un CRHH. On vous demande de vos avis, on n'en a rien à foutre d'ailleurs. Enfin, vous le donnez quand même parce que vous êtes sympa avec le préfet ou la préfète. En l'occurrence, en Bretagne, c'est une préfète. Bon, on ne va pas être désagréable avec elle, on lui donne des avis. Mais ça ne sert à rien. Donc le CRHH c'est une zone d'influence, ce n'est pas de décision. Les CRHH sont des choses qui vont interroger un peu les choses. D'ailleurs, posez-vous la question pour ceux qui vont dans les CRHH. J'avais posé ça au préfet de la région Bretagne. J'ai dit, mais c'est quoi le dernier H là, qu'on a ajouté là? Ça veut dire quoi déjà? Je ne m'en rappelle plus, moi. C'est quoi? Ah, hébergement. On pourrait peut-être en parler un jour? Jamais. Je ne connais pas un seul CRHH qui ait abordé la question de l'hébergement, alors que
toutes les décisions qui sont prises nationalement visent justement à ce que le premier H mange le deuxième. Mais on le fait en sous-main. Donc, cette problématique-là, c'est quelque chose qui existe. Donc, une plus grande capacité au préfet de région de décider. Et il faut naturellement, compte tenu de l'agencification dont je vous parlais, il faudrait mettre en place une conférence des financeurs pour qu'à un moment donné, on ne pose pas le problème des politiques du logement à Paris, mais localement, à Bordeaux par exemple, et on regarde à partir de là comment les agences peuvent éventuellement participer à un projet local et non pas national. Ce qui veut dire là une profonde mutation dans le fonctionnement actuel des choses. Voilà très rapidement. Sur ce point, on va entendre les élus dans un instant, mais Madame Darmian-Gautron, vous avez souhaité réagir au propos de Monsieur Rogemont. Oui, parce que vous l'avez compris, je ne suis pas élue, donc je vais essayer de prendre ce rôle qui est celui des agents qui travaillent pour que se fassent ces politiques publiques. Ce que je voudrais vous dire, c'est que de notre point de vue à nous, par rapport au contexte de la loi 3D, puisqu'on va l'appeler comme ça, et on l'avait évoqué lorsque Madame la ministre était venue à Agen pour présenter et discuter avec les territoires à l'époque, le centre du monde, tu as raison Muriel. C'est que il y a une chose qui est certaine aujourd'hui, c'est quand on discute avec le Kidam voyen, l'habitat c'est une pieuvre qui a une multiplicité de partenaires, multiplicité de dispositifs, multiplicité de financements, et que le citoyen lambda, il est souvent très perdu là-dedans. On le voit par rapport aux remontées des gens qui demandent un logement à vocation sociale via le SNE par exemple, et je vous invite à aller faire cet exercice pour vous, vous allez comprendre l'horreur de quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire et qui fait sa demande au SNE. Donc cet habitat, c'est une pieuvre. Ce qui est certain aussi, c'est que la politique actuelle de l'habitat, c'est une politique multidimensionnelle. C'est un secteur économique indispensable. Ici, en Gironde, c'est 1 milliard qui est réinjecté dans le tissu économique avec 10% de levier des pouvoirs publics. Donc ça ne se néglige pas à l'heure actuelle. Il y a de nombreux acteurs, je ne vous dis pas les dispositifs. Il nous arrive à nous, de notre côté, à travailler avec 7 ministères différents pour traiter un cas. Et on l'a tous vécu dans ce travail, et notamment sur l'hébergement, et notamment sur... c'était un des travaux qu'on a mené avec Sylvain Mathieu, le patron de la Dial, parce que justement, nous, les petites mains derrière, on n'y arrivait pas. Et nos élus aussi des territoires étaient complètement perdus aussi dans cette pieuvre. Donc, quand on travaille avec l'ADF et Madame Jardinet travaille sur le groupe Habitat et à l'Union nationale de l'habitat, aujourd'hui, on attend quoi de cette loi, de ce futur ? C'est qu'on puisse avoir un chemin dans lequel les partenaires soient reconnus dans leurs compétences et dans leur efficacité et dans leur efficience. C'est vrai, le CRHH, on est quelquefois 150 autour de la table, quand on est tous confondus avec le banc, l'arrière-banc. Construire une politique à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, c'est compliqué. En revanche, ce qui existe, en Gironde en tout cas, c'est la section départementale du CRHH, qui nous permet 2-3 fois par an, et autant de fois qu'on en a besoin, de se réunir sur l'échelon départemental avec les délégataires, les partenaires, les bailleurs, pour discuter et faire évoluer nos politiques habitat les uns et les autres et répondre à une problématique. On a besoin de cette agilité dans le fonctionnement. Vous allez dire qu'on va défendre le département, mais oui. Le département, aujourd'hui, le conseil départemental, on est candidat à devenir cette autorité organisatrice. Mais je sais, c'est pour ça que je dis ça. On est à tous les âges de la vie. De la naissance et avant la naissance avec la protection maternelle et infantile, jusqu'à la fin de vie sur les mesures d'accompagnement. On est sur la santé, on est sur l'habitat, on est sur les personnes âgées, l'enfance, la protection, les mineurs non accompagnés,
l'hébergement, l'habitat, tout ce que vous pouvez imaginer, les routes, etc. Donc, on a aussi cette habitude. Et on n'a pas, et c'est vraiment ce qui se passe en Gironde, et je veux le souligner parce que c'est important, on a toujours été sur ce département à l'échelle du territoire, main dans la main pour se battre quand il fallait se battre. Et même encore aujourd'hui, quand il faut aller négocier les enveloppes parce qu'elles n'arrivent pas ou parce qu'on veut nous faire des choses qui sont iniques, on est tous ensemble et on se bat. La petite anecdote, c'est que chaque fois qu'on a des choses à négocier avec les services de l'État en Gironde, la métropole et le département intègrent l'AR sur l'association régionale en s'informant et en se disant attention, machin, ça arrive. Je vous donne juste un exemple. Pour vous montrer le besoin de différencier, d'être à l'écoute de ce qui se passe dans les territoires, aujourd'hui, le département négocie la délégation des aides à la pierre. Le principe signé, on est en train de travailler avec l'État. L'État arrive avec des chiffres. Et les chiffres aujourd'hui sont ceux de la loi SRU. Colonne vertébrale, bien sûr qu'il faut respecter l'article 55 de la loi SRU. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. En revanche, aujourd'hui, on nous demande de produire, juste sur une vingtaine de communes de la Gironde, 1700 logements sur les 3 prochaines années et 2700 sur les 3 années suivantes. Rien sur le reste. Comment on fait, je vois Sigrid Monnier, la directrice de Gironde Habitat, qui est tout le temps avec nous sur les parcs de pays pour aller chercher la dentelle, etc. On fait comment sur les autres territoires? Qui va écouter ça? Je vous donne un autre exemple. Les PLAI adaptés. Lorsque l'État a inventé les nouveaux régimes des PLAI adaptés, c'était une enveloppe qui redescendait de Paris et elle était donnée aux bailleurs en fonction d'un appel à projet. Première année, on a fait un flop, mais complet. Hein. D'abord parce qu'on en avait 40 000 appels à projet. Et on a dit à l'État, à l'époque c'était le préfet d'Artoux, on lui a dit non, attendez. Laissez-nous faire, demandez à ce que l'enveloppe revienne. Et aujourd'hui, cette enveloppe, elle est gérée par les territoires en lien avec les bailleurs. Mais l'année dernière, le département de la Gironde, sur sa délégation, avait 27 PLAI adaptés plus à faire. Eh bien, on les a fait. Pourquoi? Parce qu'on a été voir chacun des bailleurs que vous avez entendus depuis ce matin. Chaque territoire, elle leur a dit, allez, on en a besoin, on le construit ensemble. Et je crois vraiment foncièrement qu'il faut garder la colonne vertébrale parce qu'on est en République et que le droit de l'habitat, le DALO, le droit au logement, c'est quelque chose qui doit être sur l'ensemble du territoire. En revanche, et c'est une phrase que Martine Jardinet dit souvent, jamais transiger sur les valeurs, il n'est pas interdit d'être malin. Si de temps en temps on nous laissait être malin en commun, ça serait bien. Rendre possible ce qui n'est pas, ça c'est ma feuille de mission avec elle. Et puis surtout, être à l'écoute des besoins, pas d'en haut vers le bas, mais aussi du bas vers le haut, en transversalité, parce que derrière, c'est des gens. Et aujourd'hui, en Gironde, il y a plus de 57 000 personnes qui, selon le service SNE, attendent un logement. Et sur les permanences du département, 70% de la demande sociale, c'est une question liée au logement. Monsieur Damécourt, je l'ai dit, vous êtes là en tant que conseiller régional, donc votre approche est à cette échelle, bien sûr. Cependant, vous connaissez bien les territoires ruraux, vous avez été élu sur l'un d'eux. En matière de décentralisation, de droit à l'expérimentation, que peuvent attendre, selon vous, les territoires ruraux? Mais bonjour à tous. Bon, on a quelques expériences. En fait, moi j'ai l'impression qu'on recule par rapport à ce qu'on pouvait faire il y a 20 ans. Nous, sur notre territoire, on avait créé un syndicat intercommunal pour le logement qui s'appelle CIFEM. On a créé il y a 20 ans les premières opérations programmées d'amélioration de l'habitat sur la thématique du développement durable. À Sauveterre de Guyenne. À Sauveterre de Guyenne, la Réole, enfin les 90 communes autour, dans le sud Gironde. On a mobilisé tous ceux qui avaient des aides à la pierre, d'une manière ou d'une autre, du département jusqu'à l'ANA, en passant par la Fondation Abbé Pierre et tous ceux qui, avec un guichet unique pour aider les collectivités locales. On a été les premiers en Gironde à mettre en place une filière bois-énergie
pour mobiliser la ressource forestière pour faire de la plaquette forestière et équiper certaines communes de réseaux de chaleur. C'était il y a 20 ans. À l'époque, le président de la région, Alain Rousset, était venu au département pour nous expliquer que le bois énergie, ce n'était pas une bonne idée parce que ça allait raréfier le bois pour le papier. Et donc, vous voyez que depuis 20 ans, on a fait beaucoup de progrès et qu'aujourd'hui, le bois énergie, ça fait partie des politiques publiques nationales. La décentralisation, c'était aussi les pôles d'excellence ruraux, où on disait sur un territoire, vous avez un projet, il ne rentre pas dans les fourches codines de tout ce qu'on a imaginé, mais on va vous suivre parce que votre projet, il est porté par les opérateurs localement et on va vous aider. Donc, en fait, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de ça, c'est d'écouter les territoires, de regarder quels sont les projets, de sortir de la norme. Ce qu'a dit Marie-Christine sur la loi SRU, c'est patent. Si le résultat de la loi SRU, c'est que toutes les communes rurales de Gironde ne peuvent plus construire parce que la totalité des programmes sont ciblés sur les communes urbaines qui ne respectent pas la loi SRU, on se trompe d'objectif. Donc oui, on a besoin de liberté, mais on a l'impression à chaque fois qu'on nous promet de la déconcentration, de la décentralisation et de l'adaptation au local, que finalement, on nous met toujours plus de contraintes. Il y a 20 ans, quand on faisait un PLU, parce que tout commence par là, ou un plan d'occupation des sols sur une commune, on avait 80% de liberté et 20% de contraintes imposées par l'État. Aujourd'hui, quand on fait un PLU, et alors poussé à son paroxysme, c'est le PLUI, alors là, on n'a plus que 15% de liberté et 85% de contraintes. Et donc, moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est le SCOT qu'on a adopté en Sud-Gironde. Et Hervé présidait notre syndicat pour le SCOT. Le SCOT qui est en train d'être adopté dans le Médoc, est-ce qu'il est bien adapté à la crise qu'on vient de vivre? Est-ce que le CIS d'eau qu'on a adopté sur l'agglomération bordelaise est vraiment conforme à ce qu'on vient de vivre depuis 6 mois? Et combien de temps faudra-t-il pour le modifier, compte tenu de la prise de conscience générale qu'on a tous eue pendant les 6 mois qu'on vient de vivre? Il y a quelques semaines, on a publié avec le maire de Neuilly et une quarantaine d'élus de toute la France, de toute appartenance politique, une tribune en disant « Relançons l'économie en nous appuyant sur les villes moyennes. Arrêtons d'investir la totalité des deniers de l'État dans les métropoles. Faisons des villes moyennes le vecteur du lien entre les zones rurales et les métropoles. Investissons dans les transports, investissons dans la fibre optique comme nous le faisons en Gironde, investissons dans les déplacements, mettons en relation les bassins d'emploi et les bassins de vie. » Voilà. Donc oui, on a besoin de liberté pour mettre tout ça en place sur le territoire. Mais cette liberté, elle ne doit pas être encadrée par 7 ministères, 3 agences et plus de contrôleurs que d'acteurs, de bâtisseurs. On a besoin de croissance. Et on sait que quand l'habitat ou le logement va, tout va. Aujourd'hui, combien de temps mettons entre le moment où il y a un projet qui arrive sur un territoire et le moment où on va inaugurer ce projet? Et comparant ce temps à celui d'il y a 30 ans ou 40 ans. Quand on a besoin de croissance, qu'on a des gens qui sont prêts à investir, enfin, je vois souvent en ce moment l'ancienne présidente de Action Logement, 14 milliards de trésorerie, un plan pluriannuel de 9 milliards, qu'est-ce qu'on attend? Si c'est des contraintes en plus pour que ces 9 milliards soient dépensés 2 ans plus tard, on se sera trompé. Monsieur Gillet, puisqu'il était question de vous à l'instant, quel est votre regard sur le sujet? Est-ce que vous partagez également les réserves de monsieur Damécourt, en tout cas les questionnements? En partie, mais pas toutes. D'abord, pour revenir sur le projet de loi 3D, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quelques inquiétudes pour savoir s'il va véritablement être mis sur la table, puisque les dernières informations laissent à penser qu'il y aurait donc d'une part une loi organique sur la différenciation, et puis ensuite un deuxième volet pour traiter de la décentralisation et de la déconcentration. Mais on a déjà beaucoup pris de retard.
puisque théoriquement, initialement, le projet devait arriver en mars, puis fin juin, et aujourd'hui, on est un peu incertain pour savoir si politiquement le sujet va être traité avant les élections départementales et régionales, puisque de toute évidence, ce sont des sujets toujours un peu sensibles, mais le calendrier, pour le coup, est quand même aujourd'hui particulièrement perturbé. Donc ça, c'est un premier point, et ça montre que on a toujours une difficulté aujourd'hui à pouvoir accompagner ce type de projet et de démarches politiques qui se font souvent dépasser par des enjeux à caractère purement de politique politicienne, et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que beaucoup de parties prenantes ont travaillé sur le sujet à l'heure actuelle. Et vous en faisiez effectivement état. On en a eu bien sûr les échos au travers des différentes auditions, que ce soit la commission aménagement du territoire et du développement durable ou la délégation aux collectivités territoriales pour la partie Sénat, mais la partie Assemblée nationale a fonctionné bien évidemment en parallèle sur le sujet. Et en fait, globalement, toutes les auditions vont dans le même sens. Et par rapport à ce que disait Yves, là où je le rejoins, c'est laissez-nous faire. Laissez-nous faire. Il faut lâcher la bride aujourd'hui. Et donc, il y a une vraie volonté ou souhait des élus de pouvoir avoir les mains beaucoup plus libres, même si, pour reprendre ce que disait Marie-Christine Darmian, il faut quand même avoir une vision qui s'inscrive dans une forme de régulation et d'accompagnement, et surtout qu'on donne du sens à un ensemble de politiques, puisque quand on parle des solidarités territoriales et des solidarités humaines, il paraît quand même logique qu'à un moment donné, le département puisse s'affirmer comme autorité régulatrice sur ce sujet-là. Donc moi, ça me paraît effectivement naturel. Que ça se situe ensuite en perspective d'enjeux plus structurels et plus importants sur le plan régional pour pouvoir accompagner au travers du SRADET aussi le mouvement, c'est effectivement naturel. Mais il faut qu'on ait quand même une autorité régulatrice qui permette d'affirmer une forme de chef de fila, pour reprendre un terme qui a été mis en évidence pendant un certain temps, et qui puisse accompagner l'ensemble des partenaires, des parties prenantes. Sur la notion de différenciation, je serai un peu moins dur peut-être que ce que vous avez pu indiquer, parce que je pense que la notion de différenciation, elle peut être tout à fait pertinente pour, en s'appuyant sur les expérimentations, permettre effectivement de déroger et d'avoir pas une clé de lecture toujours verticale de la façon dont les politiques, et notamment les politiques d'urbanisme et de logement, doivent se mettre en place. Donc le fait de pouvoir se différencier au niveau des territoires, moi, me paraît une démarche intéressante, sous couvert que cette différenciation, pour le coup, s'inscrive bien sur un projet de territoire qui n'est pas forcément uniquement auto-centré, même sur une ville moyenne où il faut que ça soit un projet global de territoire. Et c'est en ce sens-là qu'on doit véritablement essayer de le promouvoir. Cette organisation territoriale, aujourd'hui, il faut quand même y réfléchir d'un peu plus près, puisque tout le monde a ce terme-là dans la bouche. Comment on la pense ? Comment on l'articule, comment on crée les véritables complémentarités aux différents échelons de collectivités territoriales avec les métropoles. Et je pense qu'au-delà même du projet de loi 3D, il faut affirmer aussi un autre champ sur lesquels il y a pas mal de plus-values, sur ce qu'on appelle les coopérations territoriales et les coopérations intercollectivités, qui doivent nous permettre aussi peut-être de mutualiser un ensemble de moyens pour répondre justement à des véritables projets de territoire. Et mutualiser les moyens, c'est aussi déroger à partir du moment où on considère que le projet est suffisamment fort et dynamique et suffisamment vertueux pour amener justement à ces niveaux de dérogation. Et donc c'est ce que disait effectivement Marie-Christine à un moment donné, ou sur le fléchage des crédits en fonction des zonages et en fonction de leur cahier des charges, il faudrait qu'il y ait une possibilité de dérogation pour s'adapter réellement au projet de territoire. Et sur le projet de territoire, il faut à ce moment-là, et ce fut le cas par exemple dans ce que disait Yves sur le Sud-Gironde, au travers du CIFEM, qui était un opérateur territorial, il faut qualifier aussi des opérateurs territoriaux qui nous permettent de travailler en bonne intelligence avec les collectivités territoriales, le chef de fila par exemple du département, et qui nous permettent d'amener une ingénierie territoriale qui vient à ce moment-là, évidemment en complément, mais... Je partage par contre tout à fait le point de vue sur les services de l'État qui sont à la rue aujourd'hui. Il faut dire les choses comme elles sont. Ils sont à la rue. Les DDTM ne sont pas en capacité de négocier. Or, si vous voulez faire de la différenciation, il faut être en capacité de négocier et de gérer du consensus. Et là, on a un véritable problème. Et ce véritable problème, en plus, il s'inscrit dans une perspective sur laquelle il va falloir réfléchir politiquement au sens noble du terme, c'est la concentration des pouvoirs au niveau préfectoral.
Ça, c'est déjà le cas, bien sûr, dans le cadre de la loi d'urgence, mais ça va être également le cas à la rentrée, puisque quand on parle aussi des services déconcentrés, on parle aussi aujourd'hui de super-préfets qui ont autorité sur l'ensemble des services de l'État. Et en toile de mire, on avait surtout les problématiques de l'ARS qui vont passer sous la coupe des préfets de toute façon dans quelques semaines. Mais ça renvoie au fait que les préfets vont devenir des super-préfets. Et moi, quand les préfets ils deviennent des super-préfets, ça peut être une bonne chose dans les moments de crise, mais dans d'autres moments, ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète un peu parce que si on n'a pas les capacités, justement, de créer et de travailler sur la différenciation et de travailler sur des consensus et des médiations politiques, ça risque d'être difficile. Et en fonction de la nature des préfets, on risque d'avoir des clés de lecture assez différenciées, pour le coup, au niveau des préfets de région. Donc là, il y a un vrai sujet politique sur lequel il faut quand même qu'on s'interroge. Là où je ne partage pas le point de vue de Yves, mais il le connaît, évidemment. Yves est un peu réfractaire au PLU, PLUI. Bon, oui, carrément, il l'affirme. Voilà, il l'affirme comme ça, il est un peu réfractaire. Moi, je ne crois pas. Je pense que c'est pertinent de travailler des vrais projets de territoire au niveau des PLU et des PLUI, mais encore faut-il que ces PLU et ces PLUI soient aussi construits d'une manière intelligente, qu'on ne soit pas non plus toujours dépendant à un moment donné d'organismes prestataires qui nous accompagnent et qui parfois imposent leur point de vue et on n'arrive pas à les négocier intelligemment sur le plan politique. Mais c'est là où aussi on doit trouver une capacité de différenciation dans la négociation avec les services de l'État. Parce que vous ne pouvez pas appliquer les mêmes politiques d'urbanisme, quand on citait le Sud-Gironde, sur des anciens villages qui sont fondés sur des types aériales. Je ne sais pas si vous connaissez l'aérial, mais c'est très particulier. Vous ne pouvez pas imposer les mêmes contraintes d'urbanisme que quand vous êtes sur un territoire où il y a plus de densification, où on peut parfaitement comprendre le R+2 et le R+3 à certains moments. Donc la fragilité aujourd'hui et le manque de moyens des services de l'État peuvent effectivement être un frein puissant dans la manière dont on peut aborder la différenciation territoriale. Et pourtant, c'est sans doute pour moi une voie de progrès parce qu'elle s'inscrit, si elle s'inscrit dans un véritable projet territoire, elle permettra effectivement d'améliorer à la fois ces coopérations territoriales, départements, métropoles et régions pour mener des politiques globales intelligentes. Justement, Mme Darmian-Gautron, si l'État autorise l'expérimentation, mais sans imposer sa généralisation à tous en cas de succès, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour vous? Qu'est-ce que le département de Gironde pourrait proposer? Déjà, c'est pas qu'on propose, c'est qu'on fait déjà. C'est-à-dire que la Gironde est un territoire d'expérimentation de la mi-logement d'abord. Depuis 2017-2018, avec nos collègues de la métropole et en concert pour le territoire de la Gironde, on est territoire d'expérimentation. Donc typiquement, on le fait déjà. Chaque fois, enfin, je veux dire, tout sujet peut être sujet de recherche et développement et d'innovation, mais il faut pas que ça soit déconnecté. Le hors-sol, en tant que fonctionnaire territorial, j'ai un peu de mal. À partir du moment où ça correspond à un besoin, qu'on a autour de la table des gens qui sont en capacité à travailler ensemble, à avancer ensemble, qu'on leur foute la paix et qu'on leur laisse le tout d'essayer. Moi, j'ai la chance extraordinaire, je suis fonctionnaire depuis 28 ans. J'ai la chance extraordinaire aujourd'hui d'avoir un patron qui, en 2014-2015, m'a dit « T'as le droit de te planter. Je prends juste le risque que tu réussisses. » Mais en fait, je trouve que c'est génial, ça. C'est-à-dire que tout ce qu'on a travaillé du point de vue de la manipulation de l'outil administratif, financier, etc., au service de nos élus, au service des territoires, au service de la politique publique, on nous a dit, écoute, si tu te trompes, tu te trompes. Mais en tout cas, tant que tu n'as pas essayé, tu ne peux pas savoir si ça réussit. Et je donne juste un exemple de ça. Sigrid sait de quoi je parle. Il y a 4 ans, tout à fait, dans un truc tout à fait par hasard, Martine Jardinet, Sigrid Monnier se retrouvent avec un truc qui arrivait technologique et qui s'appelait le CURAD. C'est un radiateur qui est en fait un mini centre data center qui, au lieu d'être un truc immense qui coûte une blinde à refroidir, etc., est individualisé et la circulation de la donnée, elle chauffe les appartements. Ça marchait dans les bureaux. On ne savait pas trop ce que ça allait donner sur de l'habitat social.
C'était un peu bizarre, machin. Ben on a dit, allez, on y va, banco. L'ADEME, le département, Gironde Habitat quand même. Le surcoût, c'était 600 000 €. Et le département a dit, ben, on y va, parce que de toute façon, si on ne le teste pas, on ne saura jamais si ça marche. Sigrid, ça fonctionne. On a 1 an et demi de retour, un hiver. On a un bâtiment administratif du département qui est entièrement chauffé à ça. Et la cerise sur le gâteau, c'est que c'est la donnée bancaire qui chauffe les locataires sociaux. Moi, je trouve ça génial. Mais il y a 3 ans, 4 ans, on se serait dit, mais elles sont branques, quoi. Et je suis persuadée qu'il y en a qui se sont dit, ils sont branques. On l'a testé. C'est ça qu'on attend. Le droit à l'erreur. Enfin, je fais partie des gens qui pensent que la réussite, elle est aussi construite sur des erreurs et des échecs. Donc voilà, quoi, qu'on nous laisse proposer, on discute. S'ils ne sont pas d'accord, on revient. Bon, après, en Gironde, on est un peu têtu, donc on reviendra souvent. D'accord. Oui, monsieur Rogemont, vous voulez réagir? On pratique. Oui. Non, je reviens sur le terme de différenciation. La différenciation, c'est-à-dire de dire je suis différent de mon voisin. Donc je peux faire différemment de mon voisin. Et donc, dans ce domaine-là, il faut définir, mais par rapport au sujet qui est le nôtre, par exemple, le logement, ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis d'accord pour une décentralisation uniquement pour moi, pas pour les autres, de façon à être sûr que j'ai un peu de décentralisation. Moralité, si, très largement, puisque aujourd'hui, qui finance le logement? Hein, à part Action Logement, et puis les fonds propres des organismes, c'est les collectivités locales. Et les locataires, tu as raison. Tu as raison. C'est l'argent des HLM qui finance ça. Voilà. Moi, je vois dans le département où je suis, actuellement, on met 24 000 € pour construire un PLAI. Voilà. Donc, ça veut dire... Combien met l'État? 0. 0. Donc, à partir de là, je dis ça, c'est parce qu'il faut faire attention, et je pense que nous avons intérêt, dans l'approche de cette question, de parler plutôt décentralisation, d'être plus net dans les choses. À partir du moment où vous êtes décentralisé, il y aura la différenciation. Parce que si vous êtes décentralisé, ce qui sera décidé à Bordeaux ne sera pas la même chose qu'à Rennes ou qu'à Strasbourg. Ben oui, puisque ce sera décentralisé. Tout le monde pourra faire de la différenciation. Donc plutôt que de penser à « je veux pouvoir mener mon opération, ma politique librement », sans être embêté par, ben posons le problème, non pas pour moi, mais pour tout le monde. C'est en ce sens où je dis que la différenciation, ce n'est qu'un succédané, un ersatz personnalisé de décentralisation. Et je pense qu'il faut qu'on se méfie, nous, en tant qu'élus, de ce terme qui fait qu'on va diviser les gens. C'est un terme qui va diviser les gens. Puisque moi, je veux pouvoir faire ça, mais toi, non, mais... Donc, moi, je suis favorable à ce que l'on décide. Quels sont, concrètement, dans les politiques du logement, qu'est-ce qui reste à décentraliser? Pas grand-chose, hein, je peux vous dire. Mais peut-être faire plus grande... Tu parlais tout à l'heure des délégations à la pierre. Bon, aujourd'hui, maintenant, si vous signez une délégation à la pierre, vous êtes obligé de faire ce que faisait la DDTM avant. En Bretagne, quand ils ont voulu l'imposer à 2 délégataires à la pierre, j'ai rencontré la préfète, j'ai dit écoutez, c'est pas compliqué, si vous imposez le financement par les délégataires à la pierre de l'ensemble de l'instruction, c'est pas compliqué. Tout le monde, on est 23 délégataires à la pierre, on arrête les délégations à la pierre. Et là, du coup, on a reçu une lettre du ministre pour nous dire que c'était pas normal, qu'on n'était pas gentil, mais que, exceptionnellement, ils allaient accepter de faire comme avant. Voilà. Et vous avez intérêt, parce qu'il n'y a aucune raison de se faire plumer sans rien dire, quoi. C'est pas normal. Donc je dis ça, c'est parce que différenciation, attention au terme de différenciation. C'est diviser. C'est de laisser entendre que chacun peut tirer sa flûte
dans les choses. Nommons les choses qui doivent être décentralisées. L'État actuellement garde la tuyauterie. C'est-à-dire la tuyauterie, c'est tous les circuits de financement. Il a la main là-dessus. Voilà. Donc à partir de là, s'il y a de la décentralisation, il faut toucher à ça. Si vous ne touchez pas au nerf de la guerre, je ne vois pas trop ce qu'on va décentraliser. Je veux dire, actuellement, il y a des règles d'urbanisme, c'est vrai. Alors, est-ce qu'on doit les assouplir, etc. Mais ça, c'est tout à fait... Enfin, c'est entendable. Hein, mais attention, sur les politiques de logement, moi, je ne vois pas grand-chose à décentraliser. Par contre, il faut travailler. C'est pour ça qu'à l'Assemblée des départements de France, avec qui nous avons travaillé, on a travaillé d'ailleurs avec toutes les associations d'élus, hein, Muriel était là, parce que j'ai pas voulu que les organismes d'HLM réfléchissent dans leur coin à la loi 3D, et puis les autres d'un côté, et puis les autres d'un côté. Qu'on essaie de faire corps commun sur des réflexions, et puisque les organismes d'HLM sont là aussi pour alimenter les politiques locales de l'habitat, par notre capacité à faire et notre capacité d'expérience. Et donc, c'est de cette façon-là. Donc, moi, je pense qu'il faut arriver à déterminer les zones de fracture où il faut la décentralisation. Voilà. Après, la différenciation, on verra. On verra. Parce que ce n'est pas le sujet principal, à mon avis. Enfin, je dis ça, c'est un avis personnel. Hein, ce n'est pas un avis de l'Union sociale pour l'habitat, puisque l'Union sociale pour l'habitat, le groupe de travail a présenté ça de façon beaucoup plus souple, hein, dans un vocabulaire beaucoup plus adapté, hein, à l'entendement de tout un chacun. Mais la réalité, elle est là. Et donc, moi, je pense personnellement que si on veut aller vers la décentralisation, regardons d'abord ce qui fonctionne. Regardons d'abord d'où on parle et qu'est-ce qu'on veut. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est que la répartition des crédits... Prenez par exemple les problèmes fiscaux. À l'Assemblée nationale, moi, je travaillais beaucoup sur les industries culturelles. Qu'est-ce qui se passe pour les industries culturelles? Vous avez, pour le financement du cinéma, vous avez les Sofica. Il y a 80 millions tous les ans de Sofica. Vous avez une Sofica veut financer machin, clac, il y a, comme l'Épinel, quoi, vous avez la possibilité d'une défiscalisation, donc vous allez là-dedans, pof, quand on est arrivé à 80 millions, pit, terminé, vous attendrez l'année prochaine. Qu'est-ce qui empêche sur le Pinel de faire la même chose? On constate dans le budget une dépense actuarielle. C'est-à-dire, puisque ça marche sur 9 ans, on met ça là et puis on la répartit et que les régions se débrouillent pour répartir elles-mêmes la dépense fiscale. Donc il y a toujours le moyen d'agir. Et c'est pour ça que je dis, on a fait l'expérimentation sur le Pinel, mais on aurait été plus utile de lutter pour ce que je viens de dire. Merci, Monsieur Rogemont. On va laisser Monsieur Hervé Gillet réagir. Je crois que vous aviez envie de revenir sur un point en particulier. Pas seulement. Oui, on ne peut pas laisser ça comme ça. D'abord, moi, je ne mets pas la différenciation numéro 1 par rapport aux autres 2D. Hein. Donc, je crois qu'il faut que les choses soient claires par rapport à ça. Ce n'est pas question que la différenciation doit prendre le pas sur la décentralisation et la déconcentration. À mon avis, chaque sujet doit être traité à son niveau et voir comment ils s'articulent aussi entre eux. Parce que si on pousse le bouchon un peu plus loin, la décentralisation ne doit pas non plus nous amener à des politiques trop affirmées à l'échelle des compétences décentralisées qui empêcheraient les agilités territoriales. Et donc ça, c'est aussi un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Parce que cette question d'agilité territoriale, elle n'est pas toujours traitée, je dirais, correctement. Marie-Christine mettait en avant un certain nombre d'expériences ou de démarches qui ont été lancées par le département de la Gironde. Pour le coup, je peux le vivre effectivement à mon niveau. Je pense qu'il y a une volonté justement de travailler sur les agilités territoriales. Ce n'est pas forcément le cas de toutes les collectivités. Il faut quand même regarder les choses. Et donc, moi je reviens à la notion de projet de territoire. La notion de projet de territoire doit transcender à un moment donné les cahiers des charges ou les clauses exclusives d'un certain nombre d'appels à projets pour s'adapter au projet.
Voilà. Et cet angle de vue, il est quand même aujourd'hui, je dirais, prioritaire. Il est prioritaire parce que la crise que nous connaissons, évidemment de santé mais économique et sociale, doit nous amener à développer les agilités territoriales. Et pour développer les agilités territoriales et répondre véritablement à des projets de territoire, il faut à ce moment-là tordre un petit peu la règle du jeu pour qu'elle s'adapte véritablement au projet de manière intelligente. Prenons les exemples cœur de ville, etc. C'est-à-dire de créer les dynamisations nécessaires dans un certain nombre de collectivités. Mais est-ce qu'on est suffisamment dérogatoire pour pouvoir mettre au bon moment les moyens qu'il faut et accompagner le mouvement? Eh bien, j'en suis pas sûr, notamment sur les politiques de logement. Ce n'est pas toujours le cas. Elles ne centralisent pas forcément toutes les aides qui pourraient être utilisées à bon escient pour effectivement donner un coup de fouet à ces opérations en termes de contractualisation et de projection dans le temps. C'est juste un exemple, mais ça veut dire que si on veut développer les agilités territoriales, il faut à ce moment-là accepter justement un angle différencié dans la mise en place de certains régimes ou règlements d'application qui dépendent d'une collectivité territoriale, de l'État, pour s'adapter à la logique du projet territorial. Mais après coup, il faut qu'il y ait une évaluation, évidemment, de ces financements publics. Donc moi, je suis pour de développer l'évaluation a posteriori et non pas a priori, dans ce cadre-là, parce que c'est à ce moment-là qu'on évalue aussi la qualité de l'expérience, telle qu'elle a été menée, et c'est logique en termes de contrôle des finances publiques. Mais c'est un autre angle de vue, c'est-à-dire que là, pour le coup, on est bien sur une différenciation qui est un argument puissant pour développer les agilités de territoire. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas avoir un combat politique particulièrement ferme pour effectivement aller aboutir sur un certain nombre de chantiers liés à la décentralisation et qui restent encore en plan aujourd'hui. Monsieur Damécourt, c'est à vous que je poserai la dernière question avant la conclusion de Madame Boulmier. Dans la loi 3D, certains voient la poursuite de l'effritement de la présence de l'État dans les territoires. Est-ce que c'est votre avis d'abord? Et est-ce que c'est pour vous plutôt une menace ou plutôt une opportunité? En fait, mon sentiment, c'est que aujourd'hui, l'État est partout et nulle part à la fois. En fait, il est dans toutes les décisions qu'on prend, parce qu'il y a un nombre de règles et de normes incroyables. Et en fait, on dit aux élus locaux, vous allez pouvoir vous-même définir un certain nombre de choses. Mais le nombre de normes et de règles est tellement énorme que finalement, notre liberté est quand même très contrainte. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous savez, en chinois, comment se dit la France? C'est 2 idéogrammes. Le pays des lois. Donc c'est pas d'hier. Hein. Et en fait, on pourrait rajouter aujourd'hui, c'est le pays des lois, des normes, des règlements. Et donc quand on parle de différenciation, en fait, c'est comment permettre aux acteurs locaux de contourner les normes, les lois et les règlements qu'on a définis préalablement. Donc je pense qu'il y aura une idée assez intelligente qui serait de simplifier les normes, les règlements et les lois pour permettre l'initiative locale, ce qu'Hervé appelle l'agilité, parce que l'agilité, elle est compliquée. Hein. C'est compliqué d'être agile aujourd'hui sur nos territoires. Et pourtant, il y a des enjeux énormes, mais il faut être dans la bonne zone, avec le bon interlocuteur. Vous savez, le logement social dans la commune dont j'ai été le maire pendant 12 ans, il est plus cher que le parc privé. Mais l'avantage qu'il a par rapport au parc privé, c'est qu'il est plus confortable, moins consommateur d'énergie. Et donc, dans nos zones rurales, vous savez, 96% de la population du territoire dont j'étais élu est éligible au logement social. 66% au logement très social. C'est à la fois un des territoires de Nouvelle-Aquitaine où le taux de chômage est le plus bas et un des territoires de Nouvelle-Aquitaine où le revenu par habitant est le plus bas. Et donc, on n'a pas l'impression d'être des cas sociaux, puisque c'est quasiment 100% de la population qui est éligible aux logements sociaux. Pourtant, on nous dit que la zone n'est pas tendue. Encore un règlement. Mais quand une maison confortable, bien faite, qu'elle soit logement social ou parc privé, est mise sur le marché, en 4 heures, elle est louée. Mais on n'est pas en zone tendue. Quand Gironde Habitat fait un programme d'une rue nouvelle dans Sauveterre de 16 maisons, il y a 92 postulants. Et on n'est pas en zone tendue. Et donc, oui, on a besoin de liberté, et puis on a besoin aussi d'adaptabilité pour nos projets ruraux. Quand on achète un immeuble en centre-ville dans une bastide de l'Entre-deux-Mers, on a racheté l'immeuble de la Poste, on ne rentre pas dans les cases.
puisqu'au sous-sol, on a une cave médiévale qu'on veut restaurer pour faire un musée. Au rez-de-chaussée, une poste qu'on louera à la poste pour faire un bureau de poste. À l'étage, 4 logements très sociaux. Personne n'a envie d'être l'opérateur de ça, puisqu'en fait, il y a du logement social, il y a la poste, il y a un musée, et donc c'est forcément la commune qui porte ce projet. Derrière, comment est-ce qu'on trouve les différents opérateurs pour arriver à financer un tel projet? Donc nos projets, ils sont polymorphes, alors que les lois, elles sont faites pour des projets isomorphes. On a souvent eu ce débat avec Marie-Christine Darmian. Et donc il faut qu'on trouve des solutions pour que les projets ruraux, qui sont forcément multifonctionnels, trouvent des financements, des aides, de l'ingénierie pour qu'ils arrivent à terme. Sinon, eh bien, c'est toujours plus facile de faire des opérations à l'extérieur des bourgs, mais avec les conséquences que l'on voit aujourd'hui sur les bourgs des villes moyennes, des petites villes, qui se désertifient. Et la désertification de ces bourgs, c'est la conséquence des politiques qu'on a mis en place depuis 20 ans. Et donc, on a besoin de retrouver de la lisibilité dans les politiques. Au fur et à mesure des décentralisations, l'État s'est toujours gardé une part du processus. Il n'a jamais décentralisé complètement un processus. Dans chaque compétence, il y a toujours une petite part de l'État. Et donc c'est pour ça que je dis que l'État est nulle part et partout à la fois. Quand il n'est pas dans une prise de décision, il est dans une commission qu'on dit, parce que les commissions se multiplient, et les gens qui ont le pouvoir de dire non sont de plus en plus nombreux. Par contre, les gens qui ont le pouvoir de dire oui, on y va, eux se font très rares. C'est encore dans le pouvoir des maires, des présidents de communautés de communes, accompagnés par leurs assemblées délibérantes, mais ce pouvoir se raréfie. Et donc la vraie décentralisation, c'est d'identifier sur le territoire des gens qui ont le pouvoir de dire oui. Ils peuvent être maires, présidents de communautés de communes, présidents de département, présidents de région, mais qu'ils aient le pouvoir de dire oui avec leur assemblée délibérante. Et que quand ils ont décidé, ils en assument la charge. Aujourd'hui, l'État empêche qu'on puisse dire oui, et qui plus est, c'est nous qui sommes l'échec. Donc il va falloir arrêter ce grand gloubi-boulga administratif. Parfait. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir été aussi clairs sur un sujet qui n'est pas si facile à aborder. Merci aux 4 intervenants. Et je vais vous laisser conclure, Madame Boulmier. Je ne reprendrai pas les remerciements que j'évoquais en commençant notre réunion et pourtant, croyez-moi que l'envie me tenaille. Parce que quand même, notre réunion, elle a été vraiment néo-aquitaine. Et donc, c'était le défi, c'était l'enjeu. Je ne parle pas de la météo, je ne parle pas du virus, je ne parle pas des autorisations. Tout ça, pour le moment, on l'a fait. Et puis, sur ce sujet-là, que vous avez eu la gentillesse de traiter, moi, je me souviens que Marcel, président d'une commission, il y a eu tout un débat que tu as eu du mal à réguler d'ailleurs, parce que chacun des intervenants voulait en fait refaire la loi NOTRe. Et j'ai compris à ce moment-là que l'enjeu, il n'était pas là. Il n'était pas de revenir sur une loi dont on peut penser ce qu'elle veut. Mais nous qui demandons une stabilité générale pour décider, pour construire, pour vivre et pour aménager les territoires, qui a été un thème central que nous avons vu ce matin, en effet, on ne remet pas en chantier une loi structurante comme la loi NOTRe. En revanche, que la loi 3D aménage les pouvoirs et donne les décisions, enfin donne le cadre pour savoir, comme tu le dis Yves, qui dit oui, qui dit non, c'est essentiel. Et pour faire en sorte que ce ne soit pas au bout du compte, et tant pis, je me lance, personne ne le dira, c'est pas filmé, personne ne le sait, mais que, par exemple, on ait une disparité des politiques publiques locales,
quand tu évoques, et des politiques nationales, quand tu évoquais par exemple tout l'enjeu de Sauveterre de Guyenne qui est voisine du berceau de mon enfance. Et je connais bien, et je vois très bien ce que tu veux dire d'un habitat du centre de la Bastide de qualité absolument épouvantable pour l'essentiel et de ce qu'apporte de confort et de modernité ce que tu vas faire avec Gironde Habitat. Et je vois bien aussi comment il faut aller convaincre l'ABF qui dit non, c'est patrimonial et c'est pas possible. Eh oui, mais on a dépassé justement la Bastide et son berceau commercial qu'elle représentait à l'époque. Et oui, évidemment que nous devons éviter que l'ANA dise on ne veut financer que des petits logements, alors même que nous avons besoin de logements familiaux, alors même que nous voulons avoir un prisme large du logement, parce que le logement social, c'est notre famille, c'est notre mission, mais c'est aussi un partage, parce qu'il y a des besoins et il y a des demandes. Alors, vous êtes tous élus locaux, et toi, tu l'es par procuration, Marie-Christine, pour des raisons que tout le monde connaît. Et donc, aujourd'hui, vous voyez, peut-être qu'on a eu des approximations, mais la richesse, c'est qu'on n'était pas entre sachants. La richesse, c'est qu'on était entre personnes de conviction qui portent au cœur les territoires et ce que nous faisons dessus pour les Néo-Aquitains, parce que je suis fière que nous ayons travaillé du nord au sud de cette nouvelle région. Un mot particulier, monsieur le sénateur, d'avoir accepté de nous rejoindre au pied levé. Et donc, je pardonne à cette table ronde de ne pas être paritaire, ça c'est le clin d'œil évidemment, mais Marie-Christine ne m'aurait jamais pardonné si je ne l'avais pas évoqué. Voilà, un grand merci à tous d'être venus. N'oublions pas que la famille HLM, c'est le locatif, mais également l'accession à la propriété. C'est notre richesse, c'est la vôtre, et nous allons, j'espère, continuer à la promouvoir parce que nous avons du travail. Merci à tous.